Le 1er septembre 1939, les canons allemands ont ouvert le feu sur la Pologne à l'aube. Il était 4h45 du matin. 12 ans et 3 mois plus tard, dans un bunker à 50 pieds sous terre, entouré de décombres et de fumée, avec le fracas de l'artillerie soviétique résonnant au-dessus de sa tête, Adolf Hitler s'est tiré une balle dans la bouche. Entre ces deux moments, 70 millions de personnes sont mortes. Ceci n'est pas le récit d'une guerre, c'est le récit de son effondrement. L'effondrement d'un État construit sur la terreur et le granit, sur le fanatisme et l'acier, sur la conviction qu'il durerait 1000 ans. Ce qu'il a réellement duré, c'est 12 ans. Et les derniers mois de ces 12 années constituent l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire humaine. Des colonnes de réfugiés congelés marchant vers nulle part, des villes en flammes sans que personne ne les éteigne. Un homme enfermé sous terre qui continuait à déplacer des armées inexistantes sur une carte tachée de sang. Nous allons le suivre, jour après jour. L'été 1944 fut le point de flexion que beaucoup ne surent pas voir sur le moment. En surface, l'Allemagne combattait encore sur 3 fronts. Les rapports de production d'armement d'Albert Speer, ministre des Armements et de la production de guerre, montraient des chiffres records. L'indice de production totale d'armement atteignit 277 en 1944, comparé à 223 en 1943. En novembre 1944, l'industrie allemande fabriquait encore 1 253 000 Panzerfaust par mois. Mais sous ces chiffres, le mécanisme se désintégrait. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. 3 semaines plus tard, les armées soviétiques lancèrent l'opération Bagration sur le front de l'Est, détruisant le groupe d'armées centre dans ce qui fut militairement la plus grande défaite allemande de la guerre, plus grande encore que Stalingrad. En l'espace de quelques semaines, l'Allemagne perdit 28 divisions d'infanterie, 47 généraux capturés et 350 000 pertes irremplaçables. Le 20 juillet 1944, une bombe explosa sous la table de conférence de Hitler à son quartier général de Rastenburg en Prusse orientale. L'attentat échoua à quelques millimètres près. Le colonel Klaus Schenk von Stauffenberg, l'officier qui plaça la serviette contenant les explosifs, fut fusillé le soir même dans la cour du bâtiment de la Bendlerstraße à Berlin, avec le général Friedrich Olbricht et 2 autres conspirateurs. La représaille fut impitoyable. 5000 personnes furent exécutées dans les mois suivants. Le général Ludwig Beck, ancien chef d'état-major, se tira une balle dans son bureau. Le maréchal Erwin Rommel, le plus populaire des militaires allemands, fut contraint au suicide le 14 octobre. Mais le plus important dans ce qui s'est produit le 20 juillet ne fut pas la bombe. Ce fut ce qu'elle révéla sur l'état mental de Hitler. Convaincu que les généraux le trahissaient systématiquement, il s'enferma encore plus dans ses certitudes délirantes. Dès lors, les réunions de situation dans le bunker cessèrent d'être des discussions stratégiques et devinrent des séances de confession forcées où les généraux rivalisaient pour lui dire ce qu'ils voulaient entendre. À la fin de l'été 1944, les bombardements anglo-américains avaient détruit 35% de la capacité de production de carburant synthétique allemand. C'était grave. Mais ce qui s'avéra décisif fut ce que Speer décrivit comme le système circulatoire de l'économie, le charbon. La Ruhr, le bassin industriel de l'ouest de l'Allemagne, produisait le gros de l'acier et de l'énergie du Reich. Sans charbon, les trains ne fonctionnaient pas. Sans train, le charbon n'arrivait pas aux usines. Sans les usines, les chars et les avions n'étaient pas produits. À la fin de novembre 1944, les wagons de charbon n'arrivaient plus à destination. Les Gauleiter, gouverneurs régionaux du parti, les confisquaient directement sur les voies pour leurs propres besoins. Le 11 novembre 1944, Speer envoya à Hitler une note d'alarme qui commençait par ces mots. «
L'arrêt de la production dans la zone industrielle de Rhine-Westphalie est intolérable pour toute l'économie allemande et pour la conduite victorieuse de la guerre. Le front de la Ruhr était paralysé depuis plus de 6 semaines par les bombardements. Les hôpitaux commençaient à manquer de combustible pour se chauffer. Le gaz et l'électricité ne fonctionnaient qu'à des heures restreintes. Les bâtiments de Berlin restaient sans chauffage. Hitler lut le rapport. Il ne donna aucun ordre. Pendant ce temps, à l'Est, le général Heinz Guderian, chef d'état-major de l'armée de terre, lui apporta en janvier 1945 au quartier général des cartes détaillées du général Reinhard Gehlen, chef du renseignement de l'Est, qui montraient la concentration des forces soviétiques sur le front de la Vistule. L'armée rouge avait préparé 180 divisions pour l'attaque. Dans certains secteurs, la supériorité des forces était de 15 contre 1. Guderian l'appela une bombe à retardement. Hitler regarda les cartes et déclara qu'elles étaient complètement idiotes. Il ordonna que l'officier qui les avait préparées soit interné dans un meurtre d'aliénés. « Si vous voulez que le général Gehlen soit interné dans un meurtre d'aliénés, répondit Guderian, alors vous devrez m'y interner aussi. » C'était le 9 janvier 1945. Dans 3 jours commencerait la plus grande offensive soviétique de la guerre. Le thermomètre marquait 15 degrés en dessous de zéro à l'aube du 12 janvier 1945, quand les canons soviétiques ouvrirent le feu sur le front du fleuve Vistule. Le général Ivan Konev lança ses armées depuis la tête de pont de Baranov au sud de Varsovie. Le fracas fut audible à 100 km de distance. Avant la fin de la journée, la ligne défensive allemande s'était effondrée sur un front de 300 km. Au nord, le maréchal Georgi Zhukov traversa la Vistule au nord et au sud de Varsovie. La capitale polonaise tomba le 17 janvier. C'était une ville de décombres. 2 ans plus tôt, Hitler avait ordonné qu'elle soit rasée en représailles au soulèvement du ghetto juif. Plus au nord encore, 2 armées soviétiques balayèrent la moitié de la Prusse orientale et atteignirent le golfe de Danzig, coupant la province du reste du Reich. Les villes de Königsberg et Danzig, avec leur siècle d'histoire germanique, se retrouvèrent encerclées. L'avance fut d'une vitesse que les généraux soviétiques eux-mêmes décrivirent comme surprenante. En 15 jours, le maréchal Zhukov parcourut 220 km et atteignit le fleuve Oder. Seuls 100 km séparaient ces chars de Berlin. Guderian décrivit l'effet en peu de mots. La tempête soviétique prenait pour nous les proportions d'un désastre complet. Ce que personne à l'extérieur ne pouvait voir clairement, c'était ce que cette avance signifiait en termes humains sur le sol. La Prusse orientale avait été l'un des centres historiques du pouvoir prussien et allemand. Les familles y vivaient depuis des générations. Lorsque les armées soviétiques coupèrent les routes d'évacuation, des centaines de milliers de civils se retrouvèrent piégés. Ceux qui réussirent à s'échapper le firent en colonnes qui marchaient sur la glace de la mer Baltique à des températures allant jusqu'à 20 degrés en dessous de zéro, avec des enfants dans les bras et ce qu'ils pouvaient traîner dans des charrettes. Les charrettes se brisaient, les enfants mouraient de froid. Les bombardements soviétiques dissolvaient les colonnes dans le chaos. Albert Speer fit photographier ces colonnes lors de ses voyages au front en janvier et février. Il apporta les photographies à Hitler, qui les écarta de sa vue sans les regarder. Speer écrivit dans ses mémoires « Il était impossible de dire s'il ne voulait pas les voir ou si elles le touchaient trop. » Des années plus tard, au procès de Nuremberg, il ajouterait « Il les a simplement poussés de côté sur la table des cartes. » Le 30 janvier 1945,
anniversaire exact de la prise de pouvoir par Hitler, Speer remit au Führer un mémorandum de 12 pages. La première ligne disait « La guerre est perdue ». Hitler le rangea dans son coffre-fort sans le lire. En février 1945, alors que les armées anglo-américaines resserraient l'étau sur le Rhin et que les soviétiques consolidaient leur position sur l'Oder, la machine du Reich commença à fonctionner vers l'intérieur, comme un engrenage qui ne peut plus bouger vers nulle part ailleurs. Le 8 février, les armées d'Eisenhower, 85 divisions à ce moment-là, commencèrent à resserrer les rangs sur le Rhin. Hitler ordonna que les armées allemandes ne se retirent pas de l'autre côté du fleuve. Le résultat fut prévisible. En 6 semaines, l'Allemagne perdit 350 000 hommes de plus entre morts, blessés et capturés, dont 293 000 prisonniers. Elles perdirent aussi la majeure partie de l'armement. Il n'y avait pas de matériel pour le remplacer. Pendant ce temps, au fil des semaines de février, Hitler durcit sa position concernant les prisonniers de guerre alliés. Lors d'une réunion le 19 février, il étudia la proposition de Goebbels de dénoncer la Convention de Genève et de fusiller sommairement tous les aviateurs alliés capturés en représailles au bombardement des villes allemandes. Lorsque certains des officiers présents soulignèrent les problèmes juridiques, Hitler répondit « Au diable tout cela ! Si je dis clairement que je ne vais envisager aucune considération pour les prisonniers, mais que je les traiterai sans aucun égard pour leurs droits, indépendamment des représailles, alors plus d'un y réfléchira à 2 fois avant de déserter. » Dönitz lui répondit le lendemain que les inconvénients l'emporteraient sur les avantages et qu'il vaudrait mieux garder les apparences tout en appliquant discrètement les mesures jugées nécessaires. Hitler accepta à contre-cœur. La violence ne resta pas que sur le papier. Plusieurs aviateurs alliés qui sautèrent en parachute sur le territoire allemand furent lynchés par la population civile, incitée par les ordres du régime lui-même. Un général français prisonnier, Mesny, fut délibérément assassiné sur ordre de Hitler. Des milliers de prisonniers de guerre alliés moururent pendant les longues marches forcées vers l'intérieur du pays, sans eau ni nourriture, tandis que les gardes les maintenaient en mouvement pour éviter qu'ils ne soient libérés par les armées qui avançaient. Le 7 mars, une avant-garde de la 9e division blindée américaine atteignit les hauteurs au-dessus de Remagen, sur le Rhin, à 25 km au sud de Coblence. À l'étonnement des équipages des chars, le pont ferroviaire de Ludendorff était toujours debout. Les ingénieurs américains coupèrent les câbles de détonation qu'ils trouvèrent. Une section d'infanterie traversa en courant. Le pont trembla lorsque certaines charges explosèrent, mais il résista. Au crépuscule, les Américains avaient une tête de pont solide sur la rive est du Rhin. Hitler ordonna l'exécution de 8 officiers responsables de ne pas avoir fait sauter le pont à temps. Un tribunal spécial présidé par le général fanatique Webner les jugea en quelques heures et les fusilla. Ce fut une mesure qui propagea la terreur parmi les commandants intermédiaires pendant des semaines. Le « choc de Remagen », comme l'appela Model, maintint de nombreux officiers responsables dans un état de panique qui les paralysait pour prendre toute décision pouvant être interprétée comme de la désobéissance. Dans ce même contexte de représailles institutionnalisées, les exécutions de soldats accusés de désertion s'intensifièrent. Le 12 février, le maréchal Keitel signa, au nom du Führer, un ordre qui condamnait à mort tout soldat obtenant des permissions frauduleuses ou voyageant avec de la fausse documentation. Le 5 mars, le général Blaskowitz, commandant du groupe d'armée H dans l'Ouest, ordonna que tout soldat trouvé loin de son unité soit jugé sommairement et fusillé sur le champ. Beaucoup le furent. La guerre contre sa propre armée était déjà engagée. À la fin du mois de mars, la situation sur le Rhin était irréversible. Les 22 à 23 mars, le général Patton,
traversa le Rhin à Oppenheim, au sud de Mayence, lors d'une opération nocturne qui surprit les Allemands sans résistance organisée. Lors de la réunion de situation du 23 mars à 2h30 du matin, lorsqu'un général souleva la possibilité d'envoyer des renforts au pont, un aide répondit qu'il disposait à ce moment-là de 5 chasseurs de chars en panne sur le terrain d'entraînement de Seine, qui pourraient être prêts à combattre dans les prochains jours. Patton avait déjà à ce moment-là une tête de pont de 7 miles de large et 6 de profondeur avec des blindés avançant vers Francfort. Mais ce qui allait marquer la fin de toute possibilité de défense cohérente ne fut ni les ponts ni les armées. Ce fut un décret signé à Berlin le 19 mars 1945. Il est connu sous le nom de décret Néron, bien que Hitler ne l'ait jamais appelé ainsi. Le texte était concis et total. Toutes les installations militaires, de transport, de communication, industrielles et d'approvisionnement, ainsi que toutes les ressources au sein du Reich que l'ennemi pourrait utiliser, soit immédiatement, soit dans un avenir prévisible pour poursuivre la guerre, seront détruites. Tout. Les ponts, les chemins de fer, les canaux, les bateaux, les locomotives, les wagons de marchandises, les dépôts de nourriture, les installations de gaz, d'eau et d'électricité, les mines de charbon inondées, les entrepôts brûlés, les usines dynamitées. L'Allemagne serait transformée en désert. Le décret fut complété le lendemain par une instruction de Bormann sur l'évacuation. Des millions de personnes des territoires occidentaux et orientaux du Reich devaient être mobilisées à pied vers l'intérieur du pays, y compris les travailleurs étrangers forcés et les prisonniers de guerre. Aucun approvisionnement n'avait été organisé pour les nourrir, ni aucun logement pour les recevoir. En pratique, comme Speer l'expliqua à Nuremberg, c'était une condamnation à mort par la faim pour des millions de personnes. Le décret de Bormann ordonnait aux Gauleiter que, si aucun transport n'était disponible, la partie masculine de la population devrait marcher à pied. Speer lut le décret et comprit immédiatement ce qu'il signifiait. Ce n'était pas une mesure militaire, c'était l'extermination planifiée des conditions de survie du peuple allemand. Il calcula les conséquences en termes techniques précis. Sans électricité, les usines et les hôpitaux se paralysaient. Sans gaz, les logements se retrouvaient sans chauffage ni cuisine en plein hiver. Sans eau potable, les épidémies commenceraient. Sans pont ni voie ferrée, le charbon ne pourrait pas être distribué. Sans charbon, les fours des aciéries s'éteindraient pour toujours, car un haut fourneau à l'arrêt qui refroidit complètement met des mois à être remis en marche et subit des dommages irréversibles sur son revêtement intérieur. La reprise économique de l'Allemagne après la guerre serait retardée non pas de quelques années, mais de plusieurs décennies. Dans certaines régions industrielles, peut-être pour toujours. Le 18 mars, la nuit avant que le décret ne soit signé, Speer présenta personnellement à Hitler un mémorandum de 22 pages. Il l'avait rédigé dans les jours précédents avec une clarté brutale. L'économie allemande s'effondrerait dans 4 à 8 semaines. La production de charbon, déjà réduite à 1/5 de la normale, ne pouvait se maintenir. Les fronts ne pouvaient se soutenir sans munitions. La guerre était perdue. Personne n'avait le droit de détruire ce dont le peuple allemand aurait besoin pour survivre. Pour que Hitler le lisait sans le rejeter d'emblée, Speer commença les premières pages sur le ton habituel des rapports de production de charbon, avec des chiffres et des graphiques techniques. Ce n'est qu'à la 2e page que le texte prenait un virage. L'effondrement final de l'économie allemande pouvait s'attendre avec certitude dans 4 à 8 semaines. Après cela, la guerre ne pourra plus être poursuivie, même sur le plan militaire. Et puis, s'adressant directement à Hitler par son nom, personne n'a le droit d'adopter le point de vue selon lequel le destin du peuple allemand est lié au sien propre. Speer avait pris des précautions avant de le remettre. Il demanda au colonel von Below, son agent de liaison au quartier général, de faire un résumé pour Hitler à un moment propice.
Il demanda également à Julius Schaub, l'aide de camp personnel de Hitler, de dire au Führer qu'il voulait une photographie dédicacée pour son 40e anniversaire qui approchait. C'était le seul moyen de s'assurer que Hitler le reçoive avec une certaine disposition favorable avant de lire le document. Hitler le reçut dans le bunker ce soir-là et lui remit, avec des vœux d'anniversaire incroyablement cordiaux, la photographie dans sa boîte en cuir rouge frappée de l'insigne du Führer. L'inscription était presque illisible, sa main tremblait constamment. Mais les mots étaient affectueux, promettant une amitié durable. Speer le remercia et lui remit le mémorandum. Hitler le lut sans rien dire. Alors que Speer franchissait déjà la porte, le Führer parla d'une voix froide et coupante que Speer n'oublierait jamais. Si la guerre est perdue, la nation sera perdue aussi. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des bases dont le peuple allemand aura besoin pour poursuivre une existence primitive. Au contraire, il sera préférable de détruire même ces choses-là, parce que la nation s'est révélée être la plus faible et que l'avenir appartient exclusivement à la nation la plus forte de l'Est. De plus, ceux qui resteront après la bataille ne sont que les inférieurs, car les bons ont déjà été tués. Speer écouta cette phrase, ramassa ses papiers et alla directement au bunker du chancelier pour rédiger le décret d'application du décret Néron, en essayant de le vider de son contenu sans que Hitler ne s'en rende compte. Le décret du 19 mars fut suivi, le 27 du même mois, par des instructions d'application pour les installations de communication, tout le réseau télégraphique et téléphonique du Reich, les centrales de commutation, les poteaux, les antennes, les stations de radio, les équipements de réserve, les plans de câbles, les schémas d'installation. Tout devait être totalement inutilisé, par explosion, incendie ou démolition. Même les documents techniques qui permettraient une réparation future devaient être détruits, afin que l'ennemi ne puisse pas restaurer les communications dans les territoires occupés. C'était, en termes pratiques, la destruction du système nerveux d'une nation. Ce que fit Albert Speer dans les semaines suivantes fut une opération de désobéissance couverte sans précédent dans l'histoire du Troisième Reich. Immédiatement après avoir signé le document d'application du décret Néron, qui en apparence exécutait les ordres de Hitler, mais en pratique les vidait de leur substance, Speer déploya des motocyclistes, des automobiles et des coursiers à l'aube du 30 mars pour distribuer des instructions contraires à celles de Hitler avant que les Gauleiter ne pussent agir. Son argument était technique. Le décret permettait de rendre inutilisables les installations au lieu de les détruire. Un ingénieur pouvait retirer des pièces clés d'une machine au lieu de la faire sauter. Un pont pouvait être temporairement paralysé au lieu d'être démoli. En théorie, les installations pouvaient être récupérées lorsqu'on reconquérerait ces zones, bien que tous sussent qu'il n'y aurait pas de reconquête. Il parcourut personnellement la Ruhr, le Palatinat, la Rhénanie, la Westphalie et le Wurtemberg. Dans chaque région, il convoqua les responsables industriels et les commandants militaires. Certains l'écoutèrent. Le Gauleiter du Palatinat, Stör, refusa de mener à bien les évacuations et assuma personnellement la responsabilité. Le général des SS Hauser décida que les ordres de démolition ne pouvaient pas s'appliquer. Le maréchal Model, commandant du groupe d'armée B, lui promit de maintenir le combat le plus loin possible des installations industrielles. Il agit également avec l'argent. Le 14 février, il avait offert au ministre des Finances, le comte Schwerin von Krosigk, la totalité de l'accroissement de sa fortune personnelle depuis 1933 pour aider à stabiliser le mark. Goebbels bloqua l'initiative. Le 3 avril, Speer envoya une circulaire à tous ses bureaux à travers le Reich. Pas de terre brûlée. Toutes les installations et usines doivent être rendues inutilisables afin que l'ennemi n'en tire aucun potentiel militaire supplémentaire. Mais il y avait un problème. Martin Bormann, secrétaire du parti et l'homme le plus proche de Hitler en ces derniers jours, fut informé des activités de Speer. Le 27 mars, Speer fut convoqué dans le bureau de Hitler dans le bunker. Hitler le reçut froidement, sans lui serrer la main.
Bormann m'a donné un rapport sur votre conférence avec les Gauleiter de la Ruhr. Vous avez fait pression pour que mes ordres ne soient pas exécutés et vous avez déclaré que la guerre était perdue. Êtes-vous conscient de ce qui doit découler de cela? Il y eut un silence. Puis, Hitler ajouta, d'une voix qui était devenue presque douce, « Si vous n'étiez pas mon architecte, je prendrais les mesures qui s'imposent dans ce cas. » Speer répondit impulsivement, « Prenez les mesures que vous jugez nécessaires et ne me traitez pas de manière spéciale en tant qu'individu. » Hitler le fixa du regard. Il lui dit de prendre un congé maladie. Speer refusa. L'échange dura près d'1 heure. À la fin, Hitler lui demanda s'il pouvait au moins espérer que la guerre pût encore être gagnée. Speer ne répondit pas. Hitler lui donna 24 heures pour reconsidérer la question. Ce soir-là, dans un appartement d'urgence situé dans l'aile arrière du ministère sur la Pariser Platz, Speer écrivit une lettre. C'était la plus difficile de sa vie. Il la conclut non pas avec le traditionnel « Heil, mein Führer », mais par ces mots « Que Dieu protège l'Allemagne ». Lorsqu'il fut de nouveau appelé le lendemain devant Hitler, il n'avait pas de réponse préparée. Il s'en remit à l'inspiration du moment. « Mein Führer », dit-il, « je me place inconditionnellement derrière vous. » Hitler fut visiblement ému. Les yeux se remplirent de larmes, chose qui arrivait fréquemment en ces jours-là. « Alors, tout va bien, » répondit-il. Il lui serra la main. Speer profita du moment pour récupérer la supervision de l'application du décret. Il l'obtint, et il ne donna jamais les ordres de destruction totale que le décret exigeait. 5 ans plus tard, au procès de Nuremberg, le procureur Jackson l'interrogerait sur tout cela. Speer reconnut ouvertement qu'il avait commis des actes de haute trahison selon les lois du Reich. Il fut le seul accusé à le faire. Il écopa de 20 ans de prison. Dire que Speer sauva l'infrastructure industrielle de l'Allemagne pour la reconstruction d'après-guerre est probablement exagéré. Les Alliés avancèrent si vite que de nombreuses démolitions s'avérèrent impossibles à exécuter tout simplement parce qu'il n'y avait pas de temps. Mais dans la Ruhr, en Rhénanie, dans le Palatinat, il y eut des usines, des ponts et des centrales électriques qui restèrent intactes parce que quelqu'un s'interposa physiquement entre l'ordre et l'explosion. Pour comprendre l'effondrement de janvier 1945, il est nécessaire de revenir à l'automne de l'année précédente. À la mi-octobre 1944, Hitler prit à part le général Speer au cours d'une conférence de situation et lui révéla en secret qu'il planifiait une grande offensive dans l'Ouest en concentrant toutes les forces disponibles. L'objectif était Anvers, le port de ravitaillement clé des Alliés en Belgique. S'il parvenait à le prendre, le ravitaillement des armées anglo-américaines se retrouverait coupé pendant des semaines et il serait possible d'encercler l'armée anglaise tout entière. Speer fit remarquer qu'il ne restait presque plus de camions. Hitler répondit « Tout le reste doit être mis de côté au profit de ceux-ci. » Le 16 décembre 1944, l'offensive commença dans les brouillards glacés de la forêt des Ardennes, en Belgique. Les Allemands parvinrent à surprendre 4 divisions américaines faibles. Les SS massacrèrent 60 et 11 prisonniers de guerre américains désarmés dans un champ enneigé près de Malmedy le 17 décembre, dans ce qui deviendrait connu sous le nom de massacre de Malmedy. L'offensive progressa pendant quelques jours. Bastogne, nœud routier essentiel pour le front des Ardennes, fut encerclé. Le général des SS Sepp Dietrich, qui commandait la 6e armée blindée SS, exigea la reddition de la ville. Le général américain Anthony McAuliffe répondit par un seul mot « Nuts ! Des prunes !» Ou, dans la traduction que les Allemands tentèrent de déchiffrer, quelque chose qui impliquait un refus absolu. Le 23 décembre, le temps s'améliora. Les nuages se dissipèrent. Les chasseurs bombardiers alliés remplirent le ciel. Le maréchal Model communiqua à Hitler que l'offensive avait définitivement échoué.
Hitler ordonna de la poursuivre. Speer passa les derniers jours de décembre à parcourir le front des Ardennes. Il rendit visite au général Sepp Dietrich à son quartier général près de Houffalize en Belgique. Dietrich était l'un des rares vieux combattants du parti qui s'était distancé psychologiquement de Hitler. « Nous ne pouvons pas convaincre le Führer que ce sont des soldats durs, aussi bons que les nôtres, lui dit-il. De plus, nous ne recevons pas de munitions. Les voies de ravitaillement ont été coupées par les attaques aériennes. » Speer vécut cette nuit-là sous les bombardements. Des formations de quadrimoteurs alliés passèrent au-dessus du quartier général. Les moteurs rugissaient, les bombes tombaient, le ciel s'illuminait de rouge et de jaune. Il n'y avait pas de défense anti-aérienne. Le voyage de retour depuis le front jusqu'au quartier général de Hitler prit 22 heures pour couvrir un peu plus de 300 kilomètres. Les routes étaient saturées de véhicules, d'artillerie, de blessés. Les chasseurs alliés patrouillaient de jour, rendant le déplacement impossible. On ne pouvait avancer que de nuit, sans feu, en cherchant le bord du chemin, les paupières mi-closes. Dans la nuit du 31 décembre, Speer arriva au quartier général de Hitler à Bad Nauheim pour lui souhaiter une bonne année. Dans le bunker, Hitler portait des toasts au champagne. Il était euphorique sans avoir rien bu. Il faisait des prévisions optimistes pour 1945. Son cercle l'écoutait en silence. Seul Bormann le secondait avec enthousiasme. Son pouvoir magnétique restait opérationnel, écrirait Speer plus tard. Il n'était plus possible de produire de convictions au moyen d'arguments rationnels. C'était le 1er janvier 1945. Il restait 4 mois de guerre. La capitale du Reich au premier trimestre de 1945 était une ville qui brûlait lentement mais constamment, comme un brasier que personne ne peut éteindre parce que personne ne l'alimente avec quoi que ce soit d'utile. Les bombardements alliés avaient commencé pour de bon en 1943 et ne s'étaient jamais arrêtés. En août 1943, la RAF avait détruit le centre de Hambourg lors d'une série d'attaques qui générèrent une tempête de feu. Une colonne d'air chaud qui aspira vers le haut tout ce qui était combustible à plusieurs kilomètres à la ronde. La température à l'épicentre atteignit 800 degrés Celsius. 45 000 personnes moururent en une semaine. Berlin ne subit pas une tempête de feu comme Hambourg, mais les attaques s'accumulaient. Le ciel nocturne au-dessus de la capitale brillait fréquemment. La chancellerie, toute la Wilhelmstrasse, l'hôtel Adlon se retrouvèrent progressivement réduits à des façades brisées. Les Berlinois s'habituèrent au sous-sol, aux abris, à descendre rapidement lorsque les sirènes retentissaient. Les baies vitrées disparurent des bureaux, remplacées par des planches ou simplement ouvertes à l'air froid. En janvier 1945, la situation était devenue permanente. Il n'y avait ni électricité ni gaz, sauf pendant des heures restreintes. Les bâtiments n'avaient pas de chauffage. Le ravitaillement en charbon dépendait de trains qui arrivaient en retard quand ils arrivaient. La ville fonctionnait avec une rationalité d'urgence qui mêlait la routine à l'horreur. Et pourtant, Berlin restait le siège du gouvernement du Reich, le lieu où Hitler prenait des décisions, le centre vers lequel convergeaient les fils du pouvoir d'un État qui se désagrégeait. La chancellerie continuait de fonctionner, bien que ces grandes salles de marbre ne servissent plus pour les conférences de situation. À partir de février, Hitler tint ses réunions militaires dans le bureau de son cabinet dans le bunker profond, à 12 mètres sous terre. La pièce mesurait à peine le nécessaire. La table de marbre venait d'Autriche. Elle était rouge, avec des veines beiges d'anciens récifs de corail fossilisés. Les généraux s'alignaient à côté des fenêtres, Hitler assis face à eux. Ceux qui le virent pour la première fois au cours de ces mois-là restaient impressionnés ou horrorisés par son aspect. Un jeune capitaine de l'armée qui le vit en février 1945 le décrivit ainsi. Sa tête tremblait légèrement. Le bras gauche pendait flasque et la main lui tremblait considérablement. Ses yeux avaient un clignement indescriptible,
ce qui créait un effet terrifiant et complètement contre nature. Son visage et les parties autour des yeux donnaient l'impression d'un épuisement total. Tous ses mouvements étaient ceux d'un homme sénile. Le docteur Theodor Morell, médecin personnel de Hitler depuis 1936, lui injectait quotidiennement un cocktail de drogue et de stimulants qui comprenait des dérivés d'amphétamine, de la glucose intraveineuse, de l'extrait de foie de bœuf et d'autres préparations à la valeur médicale douteuse. Le 20 juillet 1944, l'explosion de la bombe de Stauffenberg lui avait perforé les tympans et lui avait laissé des accès de vertige. Tout au long de l'automne 1944, il subit une dépression nerveuse qui l'obligea à garder le lit pendant plusieurs semaines. Mais il restait debout et il continuait de déplacer des armées sur les cartes. Le problème était que beaucoup de ces armées n'existaient plus en pratique. Le front allemand était une illusion cartographique. Des lignes sur du papier qui représentaient des unités qui sur le terrain consistaient en des fragments de division, des bataillons sans artillerie, des compagnies d'hommes sans munitions. Lors de la conférence de situation du 23 mars 1945, lorsqu'un général souleva la question de la Légion indienne, des soldats indiens capturés et recrutés pour l'armée allemande, Hitler répondit « La Légion indienne est une plaisanterie. Il y a des Indiens qui ne tueraient pas un pou, qui préféreraient qu'ils les dévorent. Ils ne tueront pas non plus un Anglais. Si nous les utilisions pour faire tourner des moulins à prière ou quelque chose comme ça, ce seraient les soldats les plus infatigables du monde. » La réunion se prolongea jusqu'à 3h43 du matin. Ce que les cartes de guerre ne pouvaient pas montrer, c'était ce qui se passait sur les chemins. Depuis que les armées soviétiques avaient franchi la frontière du Reich au début de l'année 1945, commença l'un des plus grands exodes de population de l'histoire européenne. Les calculs les plus acceptés indiquent que plus de 12 millions d'Allemands fuirent ou furent expulsés des régions orientales entre janvier 1945 et la fin de la guerre. De Prusse orientale, de Poméranie, de Silésie, des Sudètes, des territoires de la Baltique. Beaucoup avaient quelques heures pour décider. Les soldats soviétiques avançaient avec une vitesse qui dépassait les prévisions même des commandants allemands eux-mêmes. Une famille à Königsberg pouvait se coucher en sachant que le front était à 80 km et se réveiller en entendant le canon aux abords de la ville. Les colonnes de réfugiés que Speer photographia en janvier 1945 étaient les images d'une société qui se défaisait en mouvement. Des femmes avec des enfants dans les bras, des vieillards tirant des charrettes à bras, des cultivateurs avec leurs chevaux traînant des traîneaux chargés de matelas, de pots de marmelade et de photographies encadrées. Le sol gelé sonnait comme du bois sous les roues. Les blessés qui ne pouvaient pas marcher restaient en arrière. En Prusse orientale, ceux qui tardèrent trop à s'échapper par la terre tentèrent de traverser la mer Baltique, qui, durant l'hiver 1945, s'était gelée dans la zone de la Frise. Les colonnes marchaient sur la glace à des températures de 20 degrés en dessous de zéro. Les avions soviétiques bombardaient la glace. Les bombes la brisaient. Camions, chevaux, personne tombait dans l'eau à 0 degré et disparaissait en quelques secondes. Le plus grand désastre individuel se produisit le 30 janvier 1945, le 12e anniversaire de l'accession au pouvoir de Hitler. Le transport de troupes Wilhelm Gustloff, adapté comme navire d'évacuation de civils et de militaires, appareilla du port de Gdynia, surchargé avec plus de 10 000 personnes. Le chiffre exact varie, selon les sources, entre 9 000 et 10 000. 4 000 d'entre elles étaient des femmes, des enfants et des blessés. Un sous-marin soviétique lança 3 torpilles. Le bateau coula en 45 minutes. Entre 9 000 et 9 400 personnes moururent. Les secouristes en sauvèrent 838. C'était, et cela reste, le plus grand naufrage de l'histoire en termes de victimes humaines.
Le Gauleiter de Danzig, Albert Forster, avait interdit l'évacuation civile pendant des semaines, craignant qu'elle ne fût interprétée comme un signe de défaite. Lorsqu'il autorisa enfin le départ, il était trop tard pour beaucoup. Ceux qui attendaient sur les quais de Danzig sous le feu de l'artillerie soviétique décrivirent des scènes que les survivants comparèrent à l'apocalypse. Des cris dans l'obscurité, des bousculades, des personnes piétinées, des bateaux qui appareillaient bondés, tandis que d'autres milliers restaient à terre. Hitler refusa de voir les photographies des réfugiés que Speer lui apporta. Il les poussa sur la table sans les regarder. Le 19 mars, alors qu'il signait le décret Néron, sa réaction face au destin de la population civile fut définie par une phrase qu'il avait prononcée au cours de ce même mois devant Kesselring. « Nous ne pouvons plus nous permettre de nous soucier de la population. » Le 20 avril 1945, Adolf Hitler fêtait ses 56 ans. La fête se déroula dans le bunker. Tous ceux qui restaient arrivèrent, Göring, Goebbels, Himmler, Ribbentrop, Bormann et les militaires survivants, Dönitz, Keitel, Jodl, le nouveau chef d'état-major général Krebs. Ils offrirent leurs félicitations au Führer. La pièce sentait l'humidité du béton et les cigarettes éteintes. Au-dessus d'eux, en surface, le fracas de l'artillerie soviétique était déjà clairement audible depuis Berlin. Les armées du maréchal Zhukov avaient franchi l'Oder et étaient arrivées dans les banlieues de la capitale le 21 avril, un jour après l'anniversaire. Lors de la conférence de situation qui suivit la célébration de l'anniversaire, les généraux expliquèrent au Führer que les couloirs de fuite vers le sud se fermeraient en l'espace de quelques jours. Ils pressèrent Hitler de quitter Berlin et de se rendre au soi-disant réduit national dans les Alpes bavaroises. La majeure partie des ministères s'étaient déjà déplacés vers le sud avec leurs camions chargés de documents et leurs fonctionnaires frénétiques. Hitler hésita. Il ne pouvait pas accepter totalement que la capitale du Reich soit sur le point de tomber aux mains des mêmes soviétiques dont il avait déclaré l'armée détruite des années plus tôt. En guise de concession aux généraux, il consentit à établir 2 commandements séparés au cas où les Américains et les Soviétiques se rejoindraient sur l'Elbe. Dönitz dirigerait le nord et Kesselring le sud. Ce soir même eut lieu le premier grand exode des dignitaires. Göring partit dans une caravane de camions chargés du butin de Karinhal, sa propriété. Himmler disparut discrètement vers le nord. Ribbentrop s'évanouit lui aussi. Aucun d'entre eux ne reverrait Hitler vivant. Le 21 avril, Hitler ordonna une attaque à grande échelle sur les armées soviétiques dans les banlieues sud de Berlin par les SS du général Felix Steiner. Chaque soldat disponible dans la zone de Berlin devait être jeté dans la contre-attaque. « Tout commandant qui retiendra ses forces » hurla-t-il au général Koller qui représentait la Luftwaffe, « perdra la vie dans les 5 heures. Vous répondrez vous-même sur votre tête que l'on y envoie jusqu'au dernier homme. » L'attaque de Steiner ne se produisit jamais, non pas parce que Steiner désobéit délibérément, bien qu'il le fît, mais parce que l'armée n'existait pas en pratique. Les unités qui étaient censées participer étaient dispersées, désarmées ou tout simplement impossibles à localiser. Le 22 avril, lors de la conférence de situation de 3 heures de l'après-midi, Hitler exigea des nouvelles de la contre-attaque de Steiner. Personne n'en avait aucune. Les généraux durent. L'informer que le retrait de troupes du nord de Berlin pour soutenir Steiner avait tellement affaibli le front que les soviétiques avaient percé les lignes et que leurs chars étaient déjà à l'intérieur des limites de la ville. Ce fut la plus grande colère de la vie de Hitler. Il hurla que tous l'avaient trahi, qu'il n'y avait que trahison, mensonge, corruption et lâcheté, qu'il était fini, qu'il resterait à Berlin, que c'était là qu'il trouverait sa fin. Des témoins qui étaient présents, parmi eux le général Berger des SS qui s'était rendu au bunker ce jour même, décrivirent le Führer de manière presque identique. Le visage lui devenait d'un rouge violacé. La main lui tremblait, la jambe lui tremblait, la tête lui tremblait. Berger crut qu'il allait faire une apoplexie d'un moment à l'autre. Ce même après-midi, Hitler appela Goebbels et invita toute sa famille, son épouse Magda et leurs 6 enfants,
âgé de 3 à 12 ans, à s'installer dans le bunker. Ce qui se produisit dans les heures suivant l'explosion du 22 avril fut une démonstration finale du fonctionnement du pouvoir au sein du Troisième Reich. Göring, dans l'Obersalzberg de Berchtesgaden, reçut des nouvelles de l'état de Hitler par téléphone par l'intermédiaire du général Eckhard Christian. Il convoqua un conseiller juridique, chercha dans son coffre-fort le décret que Hitler avait signé le 29 juin 1941, qui le désignait comme successeur en cas d'incapacité du Führer, et rédigea un télégramme avec le plus grand soin. Le texte était presque ridicule dans sa formulation. Mon Führer, au vu de votre décision de rester dans la forteresse de Berlin, êtes-vous d'accord pour que j'assume immédiatement le commandement total du Reich, avec une pleine liberté d'action à l'intérieur et à l'extérieur en tant que votre adjoint, conformément à votre décret du 29 juin 1941 ? Si je ne reçois pas de réponse avant 10 heures ce soir, je considérerai comme acquis que vous avez perdu votre liberté d'action et je considérerai les conditions de votre décret comme remplies et j'agirai au mieux des intérêts de notre pays et de notre peuple. Le télégramme arriva au bunker et fut intercepté par Martin Bormann qui le présenta à Hitler comme un ultimatum et une tentative de usurpation. Hitler explosa à nouveau. Il dicta un télégramme informant Göring qu'il avait commis une haute trahison, bien que pour ses longues années de service, sa vie lui serait épargnée s'il démissionnait immédiatement de toutes ses fonctions. Bormann, de son propre chef, envoya un radiotélégramme au SS à Berchtesgaden ordonnant l'arrestation immédiate de Göring, de son état-major et du ministre Lammers. Ce même soir, celui du 23 avril, bien loin du bunker de Berlin, au consulat suédois de Lübeck, Heinrich Himmler rencontrait le comte suédois Folke Bernadotte. Himmler avait envoyé au comte une proposition concrète. L'Allemagne était prête à se rendre aux alliés occidentaux. À l'Est, cependant, la guerre continuerait jusqu'à ce que les puissances occidentales prennent le relais du front contre les soviétiques. La proposition était absurde en termes stratégiques, mais elle révéla jusqu'à quel point l'homme qui avait construit le système des camps de concentration, qui avait supervisé le meurtre de 6 millions de Juifs, qui s'était toujours présenté comme le plus loyal des dignitaires nazis, pensait déjà à son propre avenir. Bernadotte demanda à Himmler de mettre l'offre par écrit. La lettre fut rédigée à la lumière des bougies. Un bombardement de la RAF avait coupé l'électricité à Lübeck. Himmler la signa. La nouvelle arriva au bunker par une émission de la BBC captée par le service d'écoute du ministère de la Propagande. Heinz Lorenz, l'un des aides de Goebbels, traversa en courant la place détruite par les obus jusqu'au bunker avec une copie pour le ministre et pour le Führer. La réaction, selon Hannah Reitsch, la pilote d'essai qui se trouvait dans le bunker, fut « Hommes et femmes poussèrent de la même manière des cris de rage, de peur et de désespoir, le tout mêlé dans un spasme émotionnel. » Celle de Hitler fut la pire. Sa couleur, se souvint Reitsch, monta jusqu'au rouge écarlate et son visage était pratiquement méconnaissable. Göring, au moins, avait demandé la permission au Führer pour prendre le commandement. Himmler n'avait rien demandé. Il avait contacté l'ennemi dans son dos. Cela, dit Hitler, était le pire acte de trahison qu'il ait jamais connu. Feglein, l'agent de liaison de Himmler dans le bunker, fut extrait de sa cellule de garde et conduit dans le jardin de la chancellerie. Il fut fusillé sans procès. Dans les heures les plus sombres du 28 avril, alors que les chars soviétiques avançaient le long de la Saarlandstrasse à quelques centaines de mètres à peine de la chancellerie, Hitler prit ses dernières décisions. Il convoqua un fonctionnaire municipal du Volkssturm,
la milice populaire, nommée Walter Wagner, qui combattait à ce moment-là à quelques pâtés de maison de là, et le fit traverser la place sous les obus jusqu'au bunker. Dans la petite salle de conférence, à 2 heures du matin, le 29 avril 1945, Wagner célébra la cérémonie de mariage entre Adolf Hitler et Eva Braun. Eva Braun avait 33 ans. Pendant 12 ans, elle avait été la maîtresse secrète de Hitler, confinée dans sa villa du Berghof sur l'Obersalzberg, à regarder des films, faire du ski, attendre. Elle n'avait jamais été présentée en public. Personne en dehors du cercle le plus intime ne connaissait son existence. Elle avait tenté de se suicider à 2 reprises dans les années 30 par désespoir face à la solitude de sa situation. Maintenant, elle était venue à Berlin de sa propre volonté, le 15 avril, pour partager la faim. « Ce ne serait pas correct pour une vraie Allemande », avait-elle dit à Hannah Reitsch. Sur le formulaire de mariage, elle commença à signer de son nom de jeune fille Eva Braun, s'arrêta, rature le B et écrivit Eva Hitler, née Braun. Goebbels et Bormann signèrent comme témoins. Après la cérémonie, un petit déjeuner de mariage macabre. Champagne, secrétaire, le cuisinier végétarien. Hitler parla pendant des heures du bon vieux temps, des camarades, des jours meilleurs. Puis il se retira dans une autre pièce et dicta son testament politique et personnel à sa secrétaire Gertrude Jung. Le testament politique commençait par un mensonge monumental. Il est faux que moi ou quiconque en Allemagne ait voulu la guerre en 1939, et se terminait par un appel à perpétuer les lois raciales et à résister sans pitié à l'empoisonneur de toutes les nations, le judaïsme international. Il rejeta la faute de tout sur les Juifs, sur les généraux traîtres, sur la lâcheté des autres. Il n'apprit rien. Il désigna comme successeur le grand amiral Karl Dönitz en tant que président du Reich et commandant suprême des forces armées. Il expulsa du parti Göring et Himmler. Il nomma Goebbels chancelier du Reich et Bormann ministre du parti, un poste nouveau. Il ne mentionna pas Speer. Dans le testament personnel, il reconnaissait finalement qu'il épousait Eva Braun, celle qui, après de nombreuses années de véritable amitié, est venue dans cette ville, déjà presque assiégée, de sa propre volonté, pour partager mon destin. Il ordonna que ses restes et ceux de son épouse soient incinérés. Il demanda que ses biens, dans la mesure où ils auraient une quelconque valeur, passent au parti ou à l'État, ou, si l'État cessait également d'exister, qu'aucune instruction supplémentaire n'était nécessaire. 3 copies du document sortirent du bunker à l'aube, portées par 3 messagers qui devaient traverser les lignes soviétiques pour les apporter à Dönitz, à Schwerner et aux archives historiques. L'un des messagers, le commandant Johann Mayer, enterra finalement sa copie dans le jardin de sa maison à Iserlohn, en Westphalie. Un autre, Wilhelm Zander, adjoint de Bormann, cacha la sienne dans une malle dans le village bavarois de Tegernsee. Seule l'indiscrétion du 3e messager, le journaliste Heinz Lorenz, permit que ces documents soient finalement découverts. Pendant ce temps, dans la banlieue de Berlin, le général Wenck, dont l'armée était censée venir au secours de la capitale, avait devant lui une situation militaire qui rendait tout soulagement impossible. Son armée avait été pratiquement liquidée. La 9e armée à l'est de Berlin avait elle aussi disparu. Le général Heinrici, au nord, battait en retraite rapidement vers l'ouest pour se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Il y avait des soldats du Volkssturm, âgés de 15 et 16 ans, avec un Panzerfaust et un pistolet, qui défendaient les accès à la chancellerie. Le matin du 30 avril 1945, la conférence de situation fut la dernière à se tenir dans le bunker. Le général Weidling
qui commandait les défenseurs de Berlin, une armée de vieillards du Volkssturm et d'adolescents des jeunesses hitlériennes, informa que les soviétiques avaient avancé pendant la nuit jusqu'à la Saarlandstrasse et la Wilhelmstrasse, presque jusqu'au ministère de l'Air, à un pâté de maison à peine de la chancellerie. L'ennemi atteindrait la chancellerie le 1er mai au plus tard. Hitler mangea son dernier repas avec ses 2 secrétaires et avec la cuisinière végétarienne Fräulein Manziali. Dehors, dans le jardin, Erich Kempka, le chauffeur, rassemblait 200 litres d'essence. Il avait réussi à en réunir 180 et les faisait apporter jusqu'à la sortie d'urgence du bunker. À 2h30 de l'après-midi, Hitler et Eva Braun prirent congé des personnes présentes. Goebbels, le général Krebs, le général Burgdorf, les secrétaires, la cuisinière. Frau Goebbels n'apparut pas. Elle était dans sa chambre, confrontée à ce qu'elle avait promis de faire avec ses 6 enfants. Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leurs appartements. Dans le couloir, Goebbels, Bormann et plusieurs autres attendirent. Quelques minutes plus tard, un coup de feu. Ils attendirent qu'il y en eût un second. Il n'y eut que le silence. Ils entrèrent dans les appartements du Führer. Adolf Hitler gisait sur le canapé, ruisselant de sang. Il s'était tiré une balle dans la bouche. À côté de lui, Eva Braun. 2 revolvers étaient tombés au sol, mais elle n'avait pas utilisé le sien. Elle avait avalé du poison. Il était 3h30 de l'après-midi, le lundi 30 avril 1945, 10 jours après son 56e anniversaire. 12 ans et 3 mois exacts depuis qu'il était devenu chancelier de l'Allemagne. L'assistant de Hitler, le SS Sturmbannführer Heinz Ling, et un ordonnance sortirent le corps du Führer enveloppé dans une couverture de campagne grise de l'armée qui couvrait le visage fracassé. Par le pantalon noir et les chaussures qui dépassaient de la couverture, Kempka reconnut que c'était lui. Eva Braun fut portée par Bormann telle qu'elle était, sans blessure visible, dans une robe sombre. Les cadavres furent déposés dans un trou d'obus dans le jardin et imbibés d'essence. Les personnes présentes, Goebbels, Bormann et d'autres, se retirèrent à l'abri du porche d'urgence et levèrent le bras droit dans le salut nazi d'adieu, tandis que les flammes grandissaient. Les obus soviétiques continuaient de tomber dans le jardin. La cérémonie dura à peine 1 minute. Les eaux carbonisées ne furent jamais retrouvées. Les soviétiques les cherchèrent pendant des jours. L'artillerie continua de tomber sur le jardin sans interruption, et s'il restait des restes, le feu constant les désintégra. Ce fait alimenta pendant des décennies des rumeurs selon lesquelles Hitler aurait survécu. Le témoignage unanime de plusieurs témoins présents, interrogés séparément par les services de renseignement britanniques et américains, dissipa tout doute raisonnable. La nuit du 30 avril au 1er mai, 500 ou 600 personnes, en majorité des membres des SS, se pressaient dans les tunnels du métro sous la chancellerie pour préparer l'évasion massive à travers les lignes soviétiques. Bormann n'avait toujours pas pu confirmer à Dönitz la mort de Hitler. Il continua d'envoyer des messages ambigus. Enfin, Goebbels résolut la situation par un dernier radiotélégramme à l'amiral à 3h15 de l'après-midi, le 1er mai. Le Führer est mort hier à 15h30. Le testament du 29 avril vous désigne comme président du Reich. Goebbels ne jugea pas nécessaire d'informer de ses propres intentions. Ce même après-midi, Joseph Goebbels et son épouse Magda emmenèrent leurs 6 enfants, Helga, 12 ans, Hilde, 11 ans, Helmut, 9 ans, Old, 7 ans, Edda, 5 ans, et Heide, 3 ans, au poste médical du bunker. Un médecin leur administra des injections mortelles. Il existe une divergence dans les sources quant à savoir si les injections furent données pendant qu'ils dormaient ou pendant qu'ils étaient inconscients. Le fait en lui-même est établi par de multiples témoignages. Goebbels appela son adjoint, le SS Hauptsturmführer Günther Schwegermann,
lui demanda de l'essence et lui communiqua qu'il allait mourir avec son épouse. À 8h30 du soir, le docteur et Frau Goebbels sortirent du bunker, parcoururent le couloir en disant au revoir à ceux qu'ils croisaient et montèrent dans le jardin de la chancellerie. Un ordonnance des SS les tua d'une balle dans la nuque, à leur demande. 4 bidons d'essence furent versés sur leur corps et l'on y mit le feu. La crémation fut incomplète. Les Soviétiques trouvèrent les corps carbonisés le lendemain et les identifièrent immédiatement. À 9h ce soir-là, le bunker fut incendié. L'évasion fut un chaos. Le plan était de traverser à pied jusqu'à la gare de Friedrichstrasse par les tunnels de métro, puis d'avancer vers le nord à travers les lignes soviétiques. Certains y parvinrent. Bormann tenta de suivre un char allemand qui fut touché par un projectile soviétique. Arthur Axmann, chef des jeunesses hitlériennes, qui avait abandonné son bataillon d'adolescents sur le pont de Pichelsdorf pour sauver sa propre peau, vit plus tard le corps de Bormann étendu sous un pont où l'Invalidenstrasse traverse les voies ferrées. La lumière de la lune éclairait son visage. Il n'y avait aucun signe de blessure externe. On présuma que Bormann avait avalé sa capsule de cyanure en se rendant compte qu'il ne pouvait pas traverser les lignes. Les généraux Krebs et Burgdorf ne tentèrent pas de s'échapper. On pense qu'ils se tirèrent une balle dans le sous-sol de la nouvelle chancellerie. Le grand amiral Karl Dönitz reçut le message de Bormann la nuit du 30 avril sans savoir avec certitude si Hitler était mort. « Le Führer vous désigne comme son successeur », disait le message, sans plus. Dönitz répondit, croyant que Hitler vivait encore, en promettant une loyauté inconditionnelle. Quand enfin Goebbels lui communiqua la mort, Dönitz parla à la radio à 10h20 du soir le 1er mai. Il mentit sur la façon de mourir. Il dit que le Führer était tombé en combattant jusqu'au dernier souffle contre le bolchevisme. En réalité, il s'était suicidé dans son bunker. Mais le mensonge était nécessaire pour ne pas décevoir les soldats qui continuaient de combattre. Le gouvernement Dönitz s'installa à Flensburg, à la frontière danoise. Son objectif principal était de négocier, non pas une reddition totale, mais quelque chose de plus favorable, ce que Jodl appela « gagner du temps » pour déplacer la plus grande quantité possible de troupes et de réfugiés allemands loin du chemin des soviétiques afin qu'ils puissent se rendre aux alliés occidentaux. En d'autres termes, continuer de combattre à l'Est tout en négociant la paix avec l'Ouest. Eisenhower vit le jeu dès le premier instant. Lorsque l'amiral Hans von Friedeburg puis le général Jodl arrivèrent à son quartier général à Reims pour négocier, Eisenhower leur envoya un message par l'intermédiaire du général Bedell Smith. S'il ne cessait pas immédiatement tout prétexte et tout retard, il fermerait le front allié tout entier et empêcherait par la force que d'autres troupes allemandes ne passent dans ses lignes. Le 7 mai 1945, à 1h30 du matin, Dönitz donna à Jodl par radio les pleins pouvoirs pour signer la reddition inconditionnelle. À 2h40 et 1 du matin, le 7 mai 1945, dans une petite école rouge de Reims où Eisenhower avait son quartier général, l'Allemagne se rendit inconditionnellement. Le général Walter Bedell Smith signa pour les Alliés, le général Ivan Susloparov comme témoin pour la Russie, le général François Sévez pour la France. L'amiral Friedeburg et le général Jodl signèrent pour l'Allemagne. Jodl demanda la permission de dire quelques mots et elle lui fut accordée. Avec cette signature, le peuple allemand et les forces armées allemandes sont livrés, pour le meilleur ou pour le pire, aux mains des vainqueurs. En cette heure, je ne peux qu'exprimer l'espoir que le vainqueur les traite avec générosité. Il n'y eut pas de réponse du côté allié. Les canons en Europe cessèrent de tirer et les bombes cessèrent de tomber à minuit du 8 au 9 mai 1945. Un silence étrange et bienvenu se posa sur le continent pour la première fois depuis le 1er septembre 1939. En 5 ans,
8 mois et 7 jours qui s'étaient écoulés, des dizaines de millions d'hommes et de femmes avaient été tués sur 100 champs de bataille et dans des milliers de villes bombardées, et des millions d'autres exécutés dans les chambres à gaz nazis ou dans les fosses des Einsatzgruppen des SS en Russie et en Pologne. Berlin fumait. Le Reichstag était en flammes. Les rues sentaient la mort et les décombres humides sous le doux soleil de mai. Le Reich survécut à la mort de son fondateur exactement 7 jours. Le gouvernement de Dönitz à Flensbourg fut dissous le 23 mai 1945, lorsque les Alliés l'encerclèrent et arrêtèrent tous ses membres. Himmler mit un peu plus de temps à tomber. Après que Dönitz l'eut exclu du gouvernement le 6 mai, l'ancien Reichsführer SS, qui avait eu le pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes dans toute l'Europe, erra dans les environs de Flensbourg pendant 2 semaines. Le 21 mai, avec 11 officiers des SS, il tenta de traverser les lignes britanniques et américaines en direction de la Bavière. Il s'était rasé la moustache, avait mis un bandeau noir sur l'œil gauche et portait l'uniforme d'un simple soldat de l'armée. Le groupe fut arrêté dès le premier jour à un poste de contrôle britannique entre Hambourg et Bremerhaven. Après avoir été interrogé, Himmler avoua son identité à un capitaine de l'armée britannique. On le transféra au quartier général de la 2e armée à Lunebourg. On le déshabilla et le fouilla pour éviter toute possibilité qu'il portât du poison caché dans ses vêtements, mais la fouille ne fut pas minutieuse. Himmler gardait une fiole de cyanure de potassium cachée dans une cavité de ses gencives. Lorsqu'un second officier du renseignement britannique venu du quartier général de Montgomery ordonna le 23 mai à un médecin militaire de lui examiner la bouche, Himmler mordit la fiole. Il mourut en 12 minutes, malgré les tentatives frénétiques pour le maintenir en vie en lui pompant l'estomac et en lui administrant des émétiques. Göring fut capturé par les Américains, qui le trouvèrent dans sa retraite de Berchtesgaden. 80 livres plus maigre que la dernière fois qu'il l'avait vu, il fut transféré à la prison de Nuremberg. Il fut condamné à mort lors du procès. 2 heures avant son tour à la potence, il avala une fiole de poison que quelqu'un avait réussi à introduire dans sa cellule. Comme son Führer et comme son rival pour la succession, il choisit le mode de sa propre mort. Sur les 10 condamnés à être pendus à l'aube du 16 octobre 1946 à Nuremberg, tous montèrent à la potence. Ribbentrop le premier, suivi de Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Seyss-Inquart, Sokol et Jodl. 7 accusés reçurent des peines de prison, Hess, Reider et Funk à perpétuité, Speer et von Schirach 20 ans, von Neurath, Quinzerhans, Dönitz-Dixon. Imaginez-vous marcher dans Berlin en mai 1945. Les rues n'existent pas en tant que telles. Ce sont des couloirs irréguliers entre des montagnes de décombres de 3 à 4 mètres de hauteur. Les façades des bâtiments se maintiennent debout comme des masques vides. Derrière, il n'y a rien, seulement des colonnes d'air et de fer tordu. L'odeur est celle de la pierre brûlée, de la poussière de chaux et, dans les semaines suivantes, celle des cadavres non récupérés sous les décombres. Le Reichstag, symbole de l'État allemand, est une coquille fumante. Des soldats soviétiques ont planté un drapeau rouge sur ce qui reste du toit. La chancellerie de Speer, que l'architecte a conçue 7 ans plus tôt, avec 220 mètres de galeries de marbre conçues pour impressionner les visiteurs, est un empilement de corniches détruites et de colonnes brisées. La porte de Brandebourg est toujours debout, mais criblée de balles, couverte de trous. L'île au musée, où l'on conservait les plus grandes collections artistiques du monde, a été gravement endommagée. Certaines œuvres ont été évacuées auparavant, y compris le grand hôtel de Pergame. D'autres ont disparu. Le musée du Proche-Orient ancien a perdu une partie de sa collection mésopotamienne. Dans les derniers jours de la guerre, l'état-major des SS a brûlé une partie des collections d'art qu'il n'avait pas pu évacuer.
Les civils qui ont survécu au bombardement et à la bataille finale vivaient dans les sous-sols. Ceux qui avaient un sous-sol, ceux qui n'en avaient pas vivaient dans les ruines des rez-de-chaussée. L'eau ne fonctionnait pas. L'électricité ne fonctionnait pas. Le gaz ne fonctionnait pas. Les hôpitaux restaient ouverts avec ce qu'ils avaient, ce qui était très peu. Les médecins opéraient à la lumière des bougies ou des lampes de poche. William Shirer, le journaliste américain qui avait couvert le Troisième Reich de l'intérieur en tant que correspondant et qui est revenu en Allemagne cet automne-là, l'a décrit ainsi. Le peuple était là et la terre aussi. Le premier abasourdi, saignant, affamé, et quand l'hiver est arrivé, tremblant dans ses haillons dans les taudis que les bombardements avaient fait de leur foyer. La seconde, une vaste étendue de décombres. Les calculs sur les victimes totales de la guerre en Europe oscillent, selon les sources, entre 50 et 70 millions de morts. La seule Union soviétique a perdu entre 20 et 27 millions de citoyens. La Pologne a perdu 6 millions de personnes, soit 18% de sa population. L'Allemagne a perdu entre 6 et 8 millions de militaires et de civils au combat, dans les bombardements et lors des exodes de l'Est. De plus, durant cette période, le régime nazi avait assassiné systématiquement 6 millions de juifs européens dans ce que nous appelons la Shoah. À Nuremberg, les juges du tribunal militaire international, représentants des États-Unis, de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et de la France, ont jugé les survivants du régime pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès a commencé le 20 novembre 1945 et s'est terminé le 1er octobre 1946. Ce fut le premier tribunal international de l'histoire qui a jugé les dirigeants d'un État pour leurs propres actions. Il fut imperfect, comme le sont toutes les tentatives humaines de faire justice après un crime de cette ampleur, mais il a existé. Le Troisième Reich a promis 1000 ans et en a duré 12, mais son héritage, si l'on peut l'appeler ainsi, a été plus long et plus profond que ce que n'importe quel tableau de chiffres peut exprimer. La question que Shirer a posée dans la préface de son œuvre monumentale reste pertinente. Comment cela a-t-il été possible? Comment un peuple instruit, cultivé, avec l'une des traditions philosophiques et scientifiques les plus riches d'Europe, a-t-il suivi un homme comme Hitler jusqu'à ce point? Il n'y a pas de réponse unique. Il y a une constellation de réponses. La défaite de 1918 et l'affront du traité de Versailles, l'hyperinflation de 1923 qui a détruit les économies de la classe moyenne, la Grande Dépression de 1929 qui a mis 6 millions d'Allemands au chômage, la peur du communisme parmi les classes possédantes, la faiblesse structurelle de la République de Weimar, la démagogie extraordinaire de Hitler et sa capacité à exploiter toutes ces peurs dans une synthèse de promesses et de menaces. Et aussi quelque chose de plus difficile à articuler, la tendance humaine, universelle et non spécifiquement allemande à déléguer la responsabilité morale à ceux qui commandent, à regarder ailleurs quand ce qui se passe devient inconfortable à voir, à rester dans le rôle que le système vous a assigné, parce que sortir de ce rôle exige un courage que la plupart des gens ne possèdent pas dans leurs vies ordinaires. Speer, le plus intelligent des accusés de Nuremberg, celui qui a reconnu le plus ouvertement sa faute, l'a exprimé ainsi dans ses mémoires, écrits durant les 20 ans qu'il a passés dans la prison de Spandau. « J'ai vécu parmi des assassins pendant 12 ans sans y penser. Maintenant, au moment de l'effondrement du régime, j'étais sur le point de recevoir de Hitler lui-même l'impulsion morale pour tenter de l'assassiner. » Cette phrase est l'un des témoignages les plus honnêtes qui existent sur ce que le Troisième Reich a fait aux gens qui l'ont servi. Il les a transformés en complices sans que beaucoup d'entre eux ne le voient venir. Le 9 mai 1945, Berlin s'est réveillé en silence. C'était la première fois depuis des années qu'il n'y avait pas de tir, qu'il n'y avait pas d'explosion, qu'il n'y avait pas de sirène. Les oiseaux sont revenus chanter dans ce qui restait des arbres du Tiergarten.
Le Reich de 1000 ans avait duré 12 ans. Entre ces premiers mots, moi aussi je peux faire l'histoire, et ces derniers, que Dieu protège l'Allemagne, sont restés ensevelis les ruines de dizaines de millions de vies. Et le silence de ce matin de mai n'était pas la paix, c'était le silence qui suit quand le tonnerre s'arrête.